édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les électeurs américains se rendent aux urnes ce mardi pour désigner le 45e président du pays au terme d'une campagne déroutante, d'une violence sans précédent et dont l'issue demeure toujours très incertaine. Plusieurs États seront particulièrement scrutés durant toute cette journée. Ce sont les swing states. Parmi eux figure en premier lieu la Floride et ses 29 grands électeurs. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, poursuit sa tournée auprès des responsables libanais. Il a notamment rencontré le Premier ministre Tamam Salam et le Premier ministre désigné Saad Hariri. Les électeurs américains se rendent aux urnes ce mardi pour désigner le 45e président du pays au terme d'une campagne déroutante, d'une violence sans précédent et dont l'issue demeure toujours incertaine. Les bureaux de vote dans des États de l'Est du pays ont déjà ouvert leurs portes. First in the Nation, depuis 1960, le petit hameau montagnard de Dixville Notch est la première localité à voter. Et les résultats, Hillary Clinton bat Donald Trump 4 votes à 2. Sophie Alavi. On les appelle First in the Nation, comprenez les premiers du pays. Parce que c'est une tradition depuis 1960, Dixville Notch, petit village du New Hampshire, est la première localité à voter le jour J. Pour l'élection présidentielle, Hillary Clinton 4 voix, Donald Trump 2 voix. Une victoire, bien sûr symbolique. Au niveau national, rien n'est assuré tant les sondages sont serrés. Si environ 200 millions d'Américains sont inscrits sur les listes électorales, 46 millions ont déjà fait le choix du vote anticipé. Difficile de savoir quel candidat en profite, mais les statistiques pourraient montrer un bond de participation chez les latino-américains. Une population largement prise pour cible par Donald Trump pendant la campagne. Je voulais juste être sûr de pouvoir voter et de pouvoir choisir quelqu'un qui représente vraiment nos valeurs. Les 511 jours de cette campagne qui a profondément divisé le pays ont aussi lassé certains Américains. Beaucoup attendent la fin du processus avec impatience. Je pense que le plus difficile est que cette campagne a été très clivante. J'ai hâte que ça se calme un peu, mais je ne suis pas sûre que ça se passera comme ça après les résultats. Cette campagne a été vraiment immonde. J'ai toujours voté depuis que j'ai l'âge de voter et je n'ai jamais vu ça. J'ai 77 ans. Verdict dans les prochaines heures. On connaîtra le nom du prochain locataire de la Maison Blanche dans la nuit de mardi à mercredi. La candidate démocrate à la présidentielle, Hillary Clinton, a voté peu après 8 heures du matin hors local. Vous l'aurez compris, elle a voté donc dans une école près de son domicile de Chappaqua, dans l'État de New York. Attendue depuis plus d'une heure par une foule enthousiaste d'environ 150 personnes, elle a donc voté en compagnie de son époux, l'ancien président Bill Clinton. On l'écoute. Ce que je ressens, c'est beaucoup d'humilité, parce que je sais quelle responsabilité accompagne la fonction. Et les gens attendent tellement de cette élection, je sais ce que cela représente pour un pays. Donc je ferai de mon mieux si j'ai la chance de gagner aujourd'hui. Plusieurs États seront donc particulièrement scrutés durant toute cette journée. Ce sont les swing states que l'on traduit par États clés ou pivots, ceux qui peuvent basculer dans un camp ou dans un autre au dernier instant. Parmi eux figure en premier lieu la Floride et ses 29 grands électeurs. Les explications d'Inès Olagaray. C'est une journée ordinaire dans la campagne américaine. Hillary Clinton et Donald Trump, tous deux en tournée électorale en Floride. L'État du Soleil est au cœur de la présidentielle de 2016. C'est l'un des swing states, l'un des États clés de ce scrutin où aucun parti ne domine et qui peut faire basculer l'élection. Pour atteindre la Maison-Blanche, l'un des deux candidats doit conquérir la moitié du collège électoral, soit au moins 270 des 538 grands électeurs répartis de façon inégale sur les 50 États. Les États les plus peuplés sont ceux qui ont le plus de valeur et ceux qui font partie des États clés sont d'autant plus précieux. Sur 50 États, une douzaine attirent toutes les convoitises. Parmi eux, la Pennsylvanie, avec ses 20 grands électeurs et des votants partagés entre milieux urbains et industriels. Toujours sur la côte Est, la Caroline du Nord est une victoire indispensable à Donald Trump.
et les récentes tensions raciales pourraient bien peser sur le vote. Vient ensuite l'Ohio, ses 18 grands électeurs et sa réputation de baromètre. À chaque élection depuis 1964, il donne son vote au candidat élu président. Mais le gros lot se joue surtout en Floride, 29 grands électeurs, dans un État aux communautés très variées et qui compte un grand nombre d'indépendants. Une diversité qui rend les résultats très imprévisibles. En 2000, la Floride s'est révélée décisive. Sur 6 millions de bulletins, le candidat démocrate Al Gore a perdu avec moins de 600 voix d'écart, cédant l'État et la Maison-Blanche à son rival républicain George W. Bush. Mais la présidentielle de 2016 ne ressemble à aucune autre. Même des États comme le fief républicain de l'Arizona sont remis en jeu. L'élection de ce 8 novembre aux États-Unis ne concerne pas seulement la Maison-Blanche. Les Américains doivent aussi choisir les élus du Congrès. Ils doivent renouveler un tiers du Sénat et la totalité des 435 députés. 34 des 100 sièges de sénateurs sont remis en jeu. Les électeurs pourront donc se prononcer également sur d'autres sujets comme la dépénalisation de la marijuana, la circulation des armes ou l'augmentation du salaire minimum. Enfin, une douzaine d'États désigneront leur gouverneur. Les explications d'Adèle Castel. Après des mois de campagne, le bureau ovale est presque à portée de main. Soit pour Donald Trump ou Hillary Clinton. Plus de 200 millions d'électeurs sont inscrits pour cette élection de 2016. Beaucoup ont déjà voté avant le 8 novembre. Le vote anticipé a représenté près d'un tiers des bulletins de vote au cours des 2 dernières élections. Avec un tel enjeu, l'opération est très coûteuse. Rassemblements, radio et télévision, publicité et des avions de campagne. En 2012, lors des campagnes d'Obama et Romney, chacun a dépensé près d'1 milliard de dollars. Clinton et Trump ne sont pas les seuls candidats sur les bulletins de vote. Il y a le candidat libertarien Gary Johnson, Jill Stein du Parti vert et bien d'autres indépendants. Petits candidats, certes, mais qui peuvent jouer un rôle crucial dans une course serrée. En 2000, Ralph Nader a remporté suffisamment de voix en Floride qui ont coûté la présidence à Al Gore. L'élection du 8 novembre ne concerne pas seulement la Maison-Blanche. Les Américains doivent choisir aussi les élus du Congrès. Ils doivent renouveler un tiers du Sénat et la totalité des 435 députés. 34 des 100 sièges de sénateurs sont remis en jeu. 10 d'entre eux sont occupés par des démocrates et les 24 autres par des républicains. Le Parti républicain détient donc 24 des 34 sièges en jeu. Il dispose d'une courte majorité au Sénat, 54 sièges contre 46 pour les démocrates. De nombreux républicains craignent que Trump leur fasse perdre la majorité au Congrès. Les électeurs pourront également se prononcer ensuite sur d'autres sujets comme la dépénalisation de la marijuana, la circulation des armes ou l'augmentation du salaire minimum. Et dans une douzaine d'États, des Américains éliront leur gouverneur. Après le scrutin et l'annonce du vainqueur, le nouveau président prêtera serment le 20 janvier 2017. Hillary Clinton et Donald Trump ont achevé une très longue campagne électorale, des milliers de kilomètres parcourus, des dizaines de millions de dollars dépensés et des centaines d'heures de discours prononcés. Désormais, les 225 millions d'électeurs doivent faire leur choix. C'est donc dans ces fameux swing states que les candidats ont passé ces dernières heures à griller leur ultime cartouche. La campagne présidentielle américaine se termine sur le même ton acrimonieux qu'elle avait commencé. Le républicain Donald Trump traitant sa concurrente démocrate Hillary Clinton de candidate justement bidon, tandis que la seconde a accusé le premier de diviser le pays. Retour sur la campagne présidentielle avec Inès Olagaray. Dès ses premiers jours, la campagne présidentielle n'a ressemblé à aucune autre. Les attaques personnelles sont d'une brutalité jamais vue. Les deux candidats suscitent beaucoup d'aversion chez certains électeurs. Ils cherchent à exploiter cette faille chez l'autre, comme dans cet échange durant le tout premier débat télévisé. On va m'accuser d'être responsable de tout ce qui se passe? Et pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Continuez ce débat en disant toujours plus d'absurdités. Quelle femme mauvaise. Les deux concurrents n'épargnent pas non plus les militants du camp adverse. La candidate démocrate attaque fort. Vous pourriez mettre la moitié des partisans de Donald Trump dans le panier des pitoyables.
Les racistes, les sexistes, les homophobes, les xénophobes, les islamophobes. À vous de choisir. Donald Trump choque même dans son propre parti quand il s'en prend aux parents d'un soldat américain musulman mort au combat en Irak. Lors de la convention démocrate, le père du jeune homme avait dénoncé les positions islamophobes du milliardaire. Le candidat républicain avait ensuite attaqué la famille du jeune militaire sur Twitter, créant une vive polémique aux États-Unis. Autre épisode marquant de cette campagne, lors des cérémonies du 11 septembre, Hillary Clinton fait un malaise affaibli par une pneumonie. Ce qui relance les spéculations sur son état de santé et sur son manque de transparence supposé, une aubaine pour Donald Trump. Elle n'a pas l'allure, elle n'a pas l'énergie. Il a essayé de passer d'allure à énergie. Mais on parle d'un homme qui a traité les femmes de truies et de chiennes. Hillary Clinton dénonce l'attitude de son rival envers les femmes. Une attaque renforcée par une vidéo datant de 2005 publiée en octobre. C'est le candidat républicain qu'on entend en conversation privée. Je suis automatiquement attiré par les beautés. Je les embrasse tout de suite. C'est comme un aimant. Et quand tu es une star, elle te laisse faire. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux les attraper par la... Donald Trump tente de minimiser ses propos. Il parle de conversation de vestiaire. Mais le mal est fait. Plusieurs ténors républicains lui retirent leur soutien. À l'approche du scrutin, Hillary Clinton, elle aussi, rencontre un obstacle sans précédent. Le FBI annonce qu'il relance l'enquête concernant l'affaire des emails, dans laquelle on lui reproche d'avoir utilisé un serveur privé pour envoyer des courriers électroniques lorsqu'elle était secrétaire d'État. Donald Trump promet que s'il est élu, il enverra sa rivale en prison, après avoir appelé les pirates informatiques russes à faire enfler le dossier. La Russie, si vous m'écoutez, j'espère que vous serez capable de retrouver les 30 000 messages qui manquent. Chaque jour, la campagne électorale a apporté son nouveau lot de surprises. Donald Trump allant jusqu'à suggérer qu'en cas de défaite, il ne reconnaîtrait peut-être pas la victoire d'Hillary Clinton. Le Parti républicain détient 24 des 34 sièges de sénateurs en jeu. Il dispose d'une courte majorité au Sénat. 54 sièges contre 46 pour les démocrates. De nombreux républicains craignent que Trump leur fasse perdre la majorité au Congrès. Rencontre avec les candidats démocrates de Pennsylvanie. C'est un reportage signé Gallagher Fenwick. Outre leur président, les électeurs américains vont également renouveler une partie de leur Congrès. La démocrate Katie McGuinty espère remplacer Pat Toomey, son rival républicain au Sénat. Elle et ses équipes ont déjà dépensé 61 millions de dollars dans le cadre de cette campagne. La présidentielle, c'est important, mais ce n'est pas tout. En ce moment, moi, je suis concentrée sur autre chose. Et vous pensez quoi de ce monsieur Pat Toomey ? Dans sa campagne, est-ce qu'il dénonce le comportement de Donald Trump ? Eh non, pas du tout. La théorie du Parti démocrate, c'est que Donald Trump va perdre la présidentielle et entraîner dans sa chute beaucoup de républicains à la Chambre et au Sénat. Les démocrates disposent actuellement de 44 sièges au Sénat. Il leur en manque 5 pour obtenir la majorité. À la Chambre des représentants, il y a 435 sièges. Pour en prendre le contrôle, les démocrates doivent en remporter 30. C'est peu probable, mais ça n'empêche pas les démocrates de rêver et surtout d'essayer de gagner du terrain. Malheureusement, mon adversaire n'est pas différent de Trump. Il le copie, le défend, le soutient et il pense que c'est ce qui est bon pour notre pays. Dans cette circonscription, les républicains gagnent chaque élection à la Chambre depuis 150 ans. Mais cette année, les démocrates pensent qu'ils ont une vraie carte à jouer. Ils chassent donc sur les terres conservatrices à la recherche d'électeurs dégoûtés par Donald Trump. L'objectif de reprendre le Sénat leur paraît donc très réaliste. En revanche, la Chambre restera probablement dans les mains de leurs adversaires. Voilà pour cette page consacrée aux élections américaines. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, poursuit sa tournée auprès des responsables libanais. Il a notamment été reçu par le Premier ministre désigné Saad Hariri, à qui il a assuré que Téhéran se tiendra aux côtés du Liban. L'Iran fait preuve d'ouverture envers le Liban et le soutiendra, dixit donc le chef de la diplomatie iranienne. Zarif s'est ensuite réuni avec le président de la Chambre, Nabi Berri. Plus tôt dans la matinée, il a été reçu par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, puis par le Premier ministre sortant, Tamam Salam. Dans le reste de l'actualité régionale, les combattants kurdes participant à l'offensive lancée par les forces irakiennes pour reprendre au groupe État islamique son fief de Mossoul ont conquis au nord-est de la plus proche localité de Bashika. Mais sur le terrain, les combats continuent et la situation est loin d'être stabilisée. Beaucoup de djihadistes se cachent dans des souterrains. Les maisons sont également entièrement minées. En tout, selon le porte-parole des forces irakiennes, jusqu'à 7 quartiers sont désormais contrôlés par les forces du contre-terrorisme. Les forces irakiennes ont fait état de la découverte d'une fosse commune et de 100 corps décapités. C'est un échec pour cet homme devenu le symbole de la politique anti-migrants en Europe, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui voulait inscrire dans la Constitution l'interdiction d'accueil des demandeurs d'asile en fonction des requêtes de l'Union européenne. Eh bien, il s'est vu opposer un refus catégorique par les députés ce mardi. Un non attendu chez les députés de gauche qui, depuis 2 ans, dénoncent une campagne aux accents xénophobes. Sophie Alavi. Nouvelle claque pour Viktor Orban. Après l'échec du référendum en octobre dernier, c'est au Parlement hongrois de s'opposer à sa politique anti-migrants. J'annonce le résultat de l'Assemblée nationale qui rejette la proposition avec 131 voix pour et 3 voix contre. À 2 voix près, donc, les députés ont rejeté la demande du Premier ministre hongrois de graver sa politique anti-migrants dans la Constitution. Cet amendement, qui rend illégale la relocalisation de réfugiés en Hongrie par l'Union européenne, devait obtenir 2 tiers des voix des députés pour passer. Or, ni les sociaux-démocrates ni l'extrême droite n'ont soutenu le texte. Cette dernière, représentée par le parti Jobbik, avait conditionné son soutien à la suppression des visas en or. Ces passeports, achetés plusieurs centaines de milliers d'euros en bons du trésor par des étrangers, sont perçus par l'extrême droite comme une porte d'entrée à de riches terroristes. En refusant le chantage du Jobbik, Viktor Orban a donc perdu son pari. Ce camouflet intervient au moment même où la Hongrie est supposée accueillir plus de 2000 migrants qui lui reviennent dans le cadre du plan européen. Ce plan, mis en place par les 28 pour faire face à la crise migratoire, prévoit la répartition de 160 000 demandeurs d'asile dans tous les pays de l'Union. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Les électeurs américains se rendent aux urnes ce mardi pour désigner leur 45e président du pays au terme d'une campagne déroutante, d'une violence sans précédent et dont l'issue demeure très incertaine. Et plusieurs États seront particulièrement scrutés durant toute cette journée. Ce sont les swing states. Parmi eux figure en premier lieu la Floride et ses 29 grands électeurs. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, poursuit sa tournée auprès des responsables libanais. Il a notamment été reçu par le Premier ministre sortant, Tamam Salam, et le Premier ministre désigné, Saad Hariri. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne. Je vous donne rendez-vous à 21h30 heure de Beyrouth pour une édition spéciale de Code 24 consacrée à l'élection américaine. À ce soir.